merci de cette, initiative de nous réunir et puis de réunir des gens qui, vont pouvoir comme ça découvrir, ce que c'est que la logique émotionnelle et donc merci de me donner la parole ce soir, pour, raconter cette, incroyable aventure, à la fois en solitaire et à la fois, très bien accompagnée par, des rencontres magnifiques dont celle de Sylvie ici présente. Heu et qui ont permis, d'arriver jusqu'à la création de cet institut qui diffuse la connaissance du processus émotionnel. Donc, j'aurais plein de façons d'aborder, le cheminement, mon cheminement, pour, mettre en forme, pour donner forme à ce processus, à cette connaissance. Il me semble que là où ce serait le plus juste, c'est, au travers de petits morceaux de mon histoire, pour illustrer, ce cheminement, sachant que, comme je vais démarrer sur, du passé, n'ayez absolument aucun doute sur le fait que ce passé est inévitablement remanié, en partie fictionné, que bien sûr, il se sont passés des tas d'événements que je peux relater, mais que comme j'en parle à partir de ma mémoire et inévitablement, tout ça est complètement subjectif et donc je me permets de le dire à l'avance parce que, quelquefois, nous sommes tentés de raconter le passé comme si c'était vrai de vrai. Je n'ai plus cette illusion. Je sais que ce que je vais vous raconter est imprégné de ce que je suis aujourd'hui et de ce que j'ai gardé comme événements marquants qui, selon moi, ont contribué à, élaborer, cette connaissance. Donc moi je m'appelle Catherine Imlay-Périssol. Je suis quelqu'un qui a grandi dans un environnement de lettres, de mots, de littérature et j'aime bien, comment dirais-je, mettre en valeur que ma première connaissance du fonctionnement de la nature humaine, elle s'est faite à travers la littérature, notamment à travers Balzac et la comédie humaine et je n'ai jamais complètement lâché, la représentation de, nous vivons, je fais partie d'une comédie humaine, avec tout ce que ça comporte comme, éléments de représentation, voilà donc je suis imprégnée de cette, approche, fictionnelle, on va dire, hein, de la littérature et pourtant, grâce au fait que c'était la dernière année qui était possible, pour, ceux qui n'étaient pas scientifiques de rentrer quand même en médecine, je suis allée découvrir et c'était vraiment ça mon intention, c'était pas tellement de soigner, il faut reconnaître, mais j'étais convaincue que la médecine allait me permettre de mieux comprendre comment ça marche un être humain, donc j'avais Balzac et quelques autres, hein, et la philo que j'avais découvert et qui a toujours été ma seconde passion et comment ça marche un être humain. Donc je suis partie, du côté de la médecine et quelque chose que j'aurais pas pu nommer à l'époque tellement, mais selon laquelle la découverte du corps humain et le fonctionnement du corps humain allait certainement m'aider à comprendre comment ça marche. Cette chose là-haut avec les comportements, les émotions, le chaos, la bienveillance, tout ça. Et donc j'ai fait des études de médecine, qui sont un excellent souvenir pour moi et j'ai ramé un peu, hein, en tant que littéraire, mais bon, je me suis accrochée et je suis devenue médecin généraliste et j'ai, eu des retours, à l'hôpital, mais aussi en tant que médecin généraliste par des patients qui, me renvoyaient que j'avais quand même une façon d'écouter, une façon d'être là, qui les touchait beaucoup. Voilà, donc j'ai pris ça, avec beaucoup de gratitude, sans forcément remarquer que c'était exceptionnel, parce que pour moi, tout le monde écoutait comme ça, ce qui est pas tout à fait juste et donc mon chemin en tant que médecin généraliste s'est tracé sur, l'écoute,
sur la conviction que nous ne tombons pas malades pour rien, donc que la maladie a une fonction, et que la fonction de la maladie, c'est de guérir. Donc ça peut paraître complètement paradoxal puisque, nous sommes malades et donc, être malade pour guérir pourrait n'avoir aucun sens. Moi, je suis assez à l'aise avec les oxymores, avec les paradoxes, c'est même, ce que je préfère. Et je suis allée continuer à étudier ce phénomène, avec l'homéopathie, avec, la naturothérapie, c'est-à-dire l'étude de la comment, c'est la naturopathie mais pour des médecins. Alors, les médecins, vous savez, c'est une engeance très, fière d'elle-même et donc ils appellent ça la naturothérapie, c'est évidemment beaucoup plus chic. Et donc j'ai étudié la naturothérapie pendant 3 ans, l'homéopathie pareil. Je me suis installée, et donc l'écoute est devenue, une, comment dirais-je? U une évidence au sens de, c'est la personne elle-même qui sait et qui va m'apprendre ce que j'ai besoin de savoir pour l'aider à, guérir. Voilà, c'était pas moi qui vais guérir, mais la personne a tout ce qu'il faut. Elle va me donner ce dont elle a besoin pour que, je l'accompagne dans son phénomène de guérison. En cours de route, j'ai découvert un homme, formidable, exceptionnel, qui s'appelle Henri Laborie. Je l'ai découvert avant de le connaître tout petit peu, des visu, je l'ai découvert dans ses livres, et 2 qui sont particulièrement importants, qui s'appellent «L'éloge de la fuite» et une autre qui s'appelle «La nouvelle grille», à travers des conférences aussi et Laborie a fait entendre des paroles qui étaient pour moi du registre de l'évidence et qui m'ont profondément éclairée et sur laquelle je continue à poser mon attention et ma vigilance. C'est-à-dire que nos comportements, tous nos comportements sont d'origine biologique. Lui, sa phrase, c'était: «Nos comportements sont biologiques». Et donc, l'introduction de la biologie que moi j'avais évidemment apprise pendant mes études de médecine, puisque, quel que soit l'organe que nous étudions, dans sa pathologie, c'est fondé sur la connaissance de la biologie, du fonctionnement biologique, cellulaire, des productions des cellules, des organes et cetera et des relations entre les cellules. Et donc, oser dire à l'époque, hein, c'était les années, 70-80, oser dire: «Nos comportements sont biologiques», alors que régnait, y compris à la fac, le la régnait en maître, l'approche psychanalytique, de la psychologie, c'était quand même mettre un pavé dans la mare. D'ailleurs, il a été relativement mal accueilli en France, beaucoup plus dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, au Canada, beaucoup. En France, peu, très peu. Il s'en est beaucoup plaint en disant que c'était quand même son pays et qu'il ne comprenait pas bien pourquoi il était aussi peu, accueilli. On lui a donné, un poste de professeur dans une université d'urbanisme. À la fac, à l'université de Vincennes, à l'époque, après 68. Donc, on ne peut pas dire que ça lui a donné un espace, de reconnaissance autour de ce qu'il a développé comme, comme compréhension des mécanismes, dont les comportements, teintés, voire très, très teintés d'émotions, mais il a persisté jusqu'au bout, donnant à entendre combien nous avons tout intérêt à ce que, pour que la personne connaisse et donc se comporte, se responsabilise et se comporte dans le tissu social qui est le sien, il a tout intérêt à comprendre son fonctionnement et à comprendre son cerveau. Et cette approche m'a littéralement enchantée, mais vraiment enchantée. C'est-à-dire que je commençais à regarder mes propres comportements, mais aussi les comportements, des gens autour de moi, avec cette lecture
et notamment avec une attention portée à, des réactions, que lui décrivait, en l'occurrence, chez les petits rats, les souris et cetera, en disant que, bah, nous avons le même, cerveau que les souris et les rats et donc il a, été à l'origine, d'un film qui a été fait par Alain Resnais, qui s'appelait Mon oncle d'Amérique et dans lequel les personnages parfois revêtaient un masque, de rat, et pour donner à entendre que nous sommes des êtres humains qui avons un fonctionnement, très proche de certains animaux mammifères et notamment, heu, réagir à des situations que nous vivons comme, dangereux pour, notre propre vie, en tout cas que nous percevons et ressentons, comme tels. Et donc cette lecture de nos comportements sont biologiques, nous nous défendons à la façon de n'importe quel animal mammifère à travers 4 types de processus. Un processus qui est lié à la récompense, celle de la joie et 3 processus qui sont liés au système de défense et qui sont, fuir, face au danger, lutter, se combattre, face à ce qui est vécu comme un ennemi ou se replier, s'inhiber, subir, se soumettre pour, avoir la vie sauve, quand on ne peut pas ni fuir ni lutter. Cette lecture qui, dans ces livres, est racontée, expliquée dans le film aussi, hein, avec une extrême simplicité, je dois reconnaître que ça m'a énormément libérée et surtout ça m'a simplifié considérablement mes relations avec, les autres êtres humains. C'est-à-dire que c'était: «Ah bah oui, en fait, c'est ça». C'est un comportement biologique, c'est un comportement qui est teinté de cette réactivité et qui, du fait de sa mémoire, va s'approprier un certain nombre de comportements défensifs pour assurer sa vie. Voilà et donc j'ai eu finalement assez tôt ce fil conducteur qui, alors ça s'est pas fait en 2 jours, hein, mais au fil des années et cetera, au fil d'un travail personnel, évidemment d'écoute, petit à petit, ça m'a quand je dis que ça m'a simplifié la vie, c'est-à-dire que ça m'a donné vraiment des points de repère, pour considérer que, bah, le monde est déjà un peu plus compréhensible avec cette lecture-là et surtout ça m'a donné un fil rouge qui, en l'occurrence pour moi par rapport à ma propre, histoire, m'a permis de donner du sens à des comportements que, sans cette lecture-là, j'étais volontiers encline, je crois que ça se dit, à juger, à évaluer, à rejeter, à commenter, à, condamner et cetera et notamment tout ce qui est en rapport avec, le mal. Donc le mal, c'est la grande affaire, hein, chez les thérapeutes la plupart du temps. C'est comment est-ce qu'il est possible, d'adopter des comportements qui font mal? C'est quand même un mystère. Enfin, on essaie d'expliquer, là, avec l'approche de, Laborie, c'est très simple le mal. C'est à partir du moment où vous vous défendez et que la seule chose que vous voulez, c'est défendre votre vie, ça peut aller jusqu'à la violence. Et la violence qui n'a pas d'autre vocation que, sa propre survie. Et là aussi, ça a été un éclairage pour moi absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est évidemment, ça ne justifie rien et ça ne justifiera jamais rien. Mais déjà, il y avait du sens, un peu plus de sens à certains comportements qui, sinon, étaient, juste, irrationnels, juste incompréhensibles et donc dont il fallait absolument se protéger, éviter et cetera. Voilà, donc ça a été une façon pour moi de découvrir des repères, qui me permettaient d'être plus c'était plus possible, j'ai envie de dire, de fréquenter, d'écouter
et notamment dans le cadre de la médecine dans lequel, le cadre de la médecine, c'est qu'il y a quand même beaucoup de souffrance, qu'elle soit psychique ou physique et donc ça a été vraiment un une entrée, on va dire, dans le monde, des comportements, de la psyché, des représentations, des ressentis, la douleur qui m'a permis un peu comme, vous savez une lampe là qu'on se met, sur le front, de pouvoir, entrer en rapport avec la souffrance, mais i avec ma petite lumière là, ma petite loupiote, c'est: «Ah bah, c'est quand même plus simple de le faire avec ça». Et donc j'ai été médecin pendant des années et puis, à un moment donné, je suis partie faire un grand, grand, grand voyage et quand je suis rentrée, j'étais décidée à, arrêter l'approche ou le soin, médical, y compris avec l'homéopathie, naturothérapie ou des médicaments, hein, allopathiques, mais de devenir thérapeute. Voilà, donc j'avais déjà fait des formations et cetera, et notamment, des formations qui incluaient et ce qu'on appelait commençait à appeler de plus en plus les neurosciences, Laborit étant un neuroscientifique, mais d'autres m'ont apporté leur lumière, soit parce que je suis partie, suivre, des stages, des formations, mais aussi parce que, tous ces gens écrivent et que comme je suis une lectrice assez compulsive, je le reconnais, et je me suis beaucoup, beaucoup imprégnée de, ces ouvrages et qui, s'épaississaient beaucoup. C'est-à-dire moi je souligne, je mets du stabilo, je prends des notes, je mets des feuilles dans les pages et cetera et donc j'ai beaucoup, beaucoup appris, beaucoup, découvert et découvert des scientifiques, des philosophes qui ont vraiment contribué à éclairer ma lanterne, mais toujours sur ce fil-là. Donc je suis devenue thérapeute en 1990, ça date un peu et je suis, j'ai commencé à recevoir des patients. Certains étaient des anciens patients, mais pas beaucoup. Ça s'est fait, je dirais assez simplement, et j'ai écrit un premier livre qui est sorti en 2002, je crois. En tout cas, j'ai mis longtemps à l'écrire, ça je me souviens, qui s'appelait, «Comment apprivoiser son crocodile», qui s'appelle encore «Comment apprivoiser son crocodile» chez Lafon, Robert Laffont et qui est un livre qui a bien marché, puisque, Psychologie Magazine avait fait le livre du mois, MOI, donc c'est le jeu de mots avec le moi et le moi avec un S et à partir de là, voilà, je suis allée, sur quelques plateaux, des journalistes et cetera. Tout ça a été très, très nouveau pour moi, donc j'ai découvert le bonheur de pouvoir raconter ce qui me semblait, pouvoir éclairer, les gens auxquels je pouvais m'adresser et ça m'amuse de dire ça parce que dans mon bureau, il y a une petite niche et dans la niche, il y a une carte postale qui m'a été envoyée et je ne sais plus par qui, mais je sais qu'il y a très, très longtemps, c'était au tout début et qui est une phrase de Voltaire qui est, «Les hommes seront libres quand ils seront éclairés» et donc j'ai une collection, hein, comme ça de petites phrases qui, parlent toujours de lumière, d'éclairage et de liberté. Et il y en a une autre qui est, celle que j'ai, écrite au tout début du livre, «Comment apprivoiser son crocodile» et qui est, «Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité». Voilà, donc ça fait partie de mes petites phrases chouchou et qui, racontent de façon tout à fait, hem, comment dirais-je? Essentielle, voire existentielle, la nécessité de la lumière plutôt que maudire l'obscurité. Et puis, de la liberté qui est pas du tout la liberté, telle qu'on la fantasme, mais qui est une liberté, de pensée, de mouvement, de savoir mobiliser son cerveau dans le sens,
d'une meilleure adaptation aux circonstances qui sont celles de la vie. Et donc depuis 90, donc ça fait 34 ans maintenant que je suis thérapeute et des rencontres, voilà, ont fait aussi que, j'ai pu, commencer à animer, co-animer des stages. Sylvie m'a rejointe dans cette co-animation et ça a été aussi des grands moments d'application justement de ce processus qui ne s'appelait pas encore la logique émotionnelle, qui avait pas de nom. C'était, bah, voilà ce que nous sommes, voilà ce que j'ai compris, voilà quand je l'utilise face à certaines situations, ça me permet d'éclairer les personnes dans leurs difficultés et donc bah, le stage, c'était une occasion formidable, de transmettre, ce décodage, cette, lecture, cette compréhension, de mettre du sens, d'y mettre, de la valeur aussi. Nous ne faisons pas l'émotion n'a rien d'irrationnel, l'émotion, suit son chemin qui peut être défensif, agressif, passif, évitant, enfin tout ce qu'on peut mettre, sur la compréhension de ces réactions défensives, et donc c'est, mieux de le savoir pour, savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc il y a eu ces stages que nous continuons sous des formes différentes et puis avec, Sylvie effectivement la création, c'est grâce à Sylvie, hein, je la jamais trop je la remercierai, et si nous enseignions et si, il y avait une transmission sur ce que tu sais, et donc comment on s'y prendrait. Entre-temps, après on a écrit un bouquin toutes les 2. Enfin voilà, donc tout ça a été une façon de, développer, co-développer, beaucoup s'amuser, beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup lire, beaucoup comprendre, beaucoup, étoffer vraiment cette compréhension, qui, s'est appelée, au final la logique émotionnelle. C'est-à-dire, qui, différemment de l'intelligence émotionnelle, pose qui serait à acquérir, pose un comment dirais-je? Une observation qui est: nous sommes émus de la même manière que nous tombons malades pour guérir, nous sommes émus pour exister. Et ça, c'est un fil conducteur que je garde toujours précieusement, au cerveau, j'allais dire, à l'esprit et notamment quand j'écoute et quand je suis face non seulement à la souffrance, mais quelquefois face à la description de comportements qui peuvent être d'une très grande violence ou d'une très grande apparente irrationalité, qui fait que les gens sont une double peine. Non seulement ils ont ce type de comportement, mais en plus ils s'en veulent d'avoir ce type de comportement et donc d'introduire ce fil conducteur qui consiste à dire: vous ne faites pas ça pour rien, il y a quelque chose de précieux dans les actes, qui peuvent être des actes, défensifs, des actes de mensonge, des actes de déni, des actes d'isolement, des actes d'agressivité, de violence, de contrôle, de maîtrise, de repli, de soumission, de dépression, de captation, enfin voilà, tous ces comportements qui sont imprégnés donc des comportements émotionnels et qui sont imprégnés, d'une logique, c'est-à-dire d'une intention qui est toujours l'intention de vivre, voire survivre et l'obsession du coup d'anticiper les moyens pour, perdurer dans son existence. Ça, c'est une petite phrase de Spinoza, qui, parle de persister dans son existence et que nous sommes mus et émus pour persister dans notre existence. Et donc aujourd'hui, création d'une institut qui est une association, qui est, tenue dans de bonnes mains de Hucha ici présent, et puis nous travaillons dans une, coopération, dans un collectif pour vraiment permettre, aux personnes
qui viennent faire les formations, mais aussi de pouvoir le transmettre dans des soirées comme celle-là ou devant un public, non averti, mais qui vient découvrir ce que c'est que ce processus émotionnel, eh bien, il s'agit d'interpeller, il s'agit de renouveler finalement le regard que nous portons, sur les émotions qui ne sont pas un problème à gérer, mais qui sont les solutions du système vivant, notre cerveau en l'occurrence, de notre corps entier, hein, parce qu'il y a du cerveau dans le corps entier à travers les nerfs et cetera. Et donc c'est, expliquer que c'est dans cette connaissance, du mode de fonctionnement de cette intention, vitale qui nous imprègne au plus profond de nos cellules, que nous pouvons découvrir, la motivation, le véritable moteur qui nous fait agir et réagir, jusque dans des comportements qui peuvent apparaître irrationnels, mais qui ont leur propre logique. Et le fait de poser et d'affirmer de façon très sensée, c'est-à-dire fondée sur des arguments neuroscientifiques, de fonder que nos comportements émotionnels sont, des comportements, f logiques et qui répondent véritablement à une intention de vie, voire de survie, c'est redonner à l'émotion, j'allais dire, ses lettres de noblesse parce que, il ne s'agit pas de les gérer, mais il s'agit de les reconnaître dans l'intention vitale et donc de pouvoir, écouter cette intention, de pouvoir, accueillir, cette vie qui se manifeste au cœur même de l'émotion et de se faire des alliés, de créer une alliance, d'être en alliance, de se faire des alliés de, ce processus, émotionnel qui, de ce fait, hem, va d'autant plus se canaliser que nous lui aurons donné du sens et de la valeur, existentielle. Donc il ne s'agit pas de les gérer au sens de chercher à les contrôler, parce que c'est à nouveau contrôler, c'est une patiente qui m'avait dit ça, qui me dit: «Il faudrait quand même bien que je contrôle mon habitude de contrôler». Oui, c'est une piste et évidemment je lui ai posé la question de: «Alors ça marche?» Elle me dit: «Pas du tout». Peut-être que s'y prendre autrement alors. Hem et donc c'est ça beaucoup qui est très présent dans les habitudes comportementales qui sont les nôtres. Ce sont des habitudes qui sont orientées du côté de vérifier. Vérifier que je suis vivant, vérifier que j'ai fait ce qu'il fallait, vérifier, que, mon système finalement de défense est au point, que les autres le comprennent. Bah, évidemment, ça on attend toujours des autres qu'ils le comprennent, même si soi-même, on en est un peu les otages et donc qui contrarie considérablement nos rapports relationnels, nos relations avec nous-mêmes déjà et puis avec les autres, tant que nous n'avons pas cet éclairage, cette petite lampe-là, qui permet de dire: «Bon, ben, si je fais ça, c'est certainement dans une intention de vie. OK, je pourrais faire autrement, mais c'est déjà ça que je fais. Je pourrais regarder, observer, m'observer moi et évidemment observer les autres aussi, hein, qui ont ces mêmes mécanismes, mais que peut-être que cette observation, peut m'aider à, faire alliance avec ce processus qui de toute façon est inhérent à mon cerveau. Donc, comme je peux pas, c'est une très mauvaise idée, hein, de vouloir annuler sa mémoire, se décérébrer et cetera. Très, très mauvaise idée. Il mieux vaut effectivement se coopérer avec le système qui est le nôtre, de manière à comment dirais-je? Favoriser, oui, la qualité des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et donc cette logique émotionnelle, elle m'est devenue familière. Je l'ai, élaborée, racontée sous plein de formes, différentes. On a écrit un livre avec Sylvie. Après, c'est ma fille aînée qui est journaliste à Psychologie Magazine qui m'a dit: «Ben, on va faire un bouquin». Puis on a fait un bouquin, puis un deuxième bouquin et puis un troisième, et cetera. Donc il y en a un là qui nous fait un clin d'œil
j'ai sous le coude. Donc pas plus tard que dimanche, on en a parlé et voilà. Donc je pense que, il faut être un peu patient parce qu'il faut le temps de l'écrire, mais je pense que ça peut être un ouvrage qui va compléter, les précédents. Hem et je le vis, quand je lis un article, j'ai la petite voix de la logique émotionnelle qui me fait aussi regarder comment l'auteur a sa propre subjectivité pour raconter ce qu'il raconte. Donc ce qui me permet à la fois de m'approprier certains points de son propos, mais d'avoir aussi un certain recul puisque, heu quand je parle de moi, je ne peux parler que de moi et quand l'auteur écrit, il parle de lui parce qu'il ne peut parler que de lui. Même si c'est un essai très rationnel, fondé sur des tas de connaissances et cetera, nous ne pouvons pas sortir de notre cerveau et donc c'est toujours intéressant de regarder que, que le processus est toujours à l'œuvre et donc là, je vois une question, merci. Comment je l'utilise au quotidien? Oui, C'est puis moi j'en ai une autre aussi Oui, après. vas-y. C'est est-ce que tu dirais que la LE développe l'esprit critique? C'est Oh, par rapport à c'est ce que tu drôle ce viens que de tu me dire. dis parce que ça me, rappelle un souvenir. Je t'assure que celui-là, il est réel et il n'est pas enjolivé. Mais un souvenir de profond étonnement et joie, puisque j'étais en première et le professeur nous avait fait rédiger, je ne sais même plus de quoi il avait parlé, c'était à propos d'un texte et nous devions faire un commentaire sur le texte et quand elle a rendu les copies, elle avait une tête, absolument, désolée. Elle nous a regardés, on était très nombreux. Aujourd'hui, on est moins nombreux en classe, on était au moins 35 et elle nous a regardés en disant: «Je suis effondrée, il y a que 2 élèves qui ont l'esprit critique dans cette classe, je suis effondrée. C'est pas possible, vous êtes en première». Et je faisais partie des 2. Ouf! Et donc c'est délicieux moment pour moi. Donc est-ce que la LE, développe l'esprit critique? Je dirais oui, par justement cette approche de je lis ou j'écoute la personne, je lis un texte, la personne raconte quelque chose, elle affirme, elle en fait un film ou des choses comme ça et le fait de toujours avoir en toile de fond, elle parle d'elle, me permet de faire moi-même mon propre marché dans ce qu'elle dit. En quoi ça résonne, en quoi ça m'étonne, en quoi m'intrigue, en quoi c'est, proche de ce à quoi je suis sur quoi je suis déjà familiarisée, en quoi c'est très différent. Donc si c'est très différent, est-ce que ça vient me bousculer un petit peu? Oui, non, quoi plus précisément? Voilà. Et ce que j'appelle moi l'esprit critique, c'est de cette nature-là. Donc oui, parce qu'il est possible d'attribuer à chacun la responsabilité de ses actes, de sa subjectivité et que je peux m'enrichir et en même temps faire le choix. C'est-à-dire je fais mon marché, je prends pas tout pour argent comptant, mais il y a des choses dans ce que j'entends qui, viennent, résonner, intérieurement et qui vont m'intéresser. Donc c'est à la fois ça stimule ma propre curiosité et à la fois, je suis, observatrice, de l'impact, de la résonance que ça a chez moi et pour moi, c'est vraiment source d'esprit critique et donc source de liberté. Et comment j'utilise, alors c'est difficile pour moi de dire comment j'utilise, parce que je l'ai tellement intégré à mes habitudes, mentales et comportementales que, c'est assez difficile de discerner comment je l'utilise au quotidien et pourtant je l'utilise au quotidien. Donc je peux donner cet exemple qui est, dans des situations où je me vois, alors comment je pourrais dire? Je vois que mon esprit ressasse. Je reviens sur un truc, puis j'y reviens et puis j'y repense et puis,
Voilà et puis j'y pense le soir et puis j'y pense en me réveillant le matin, et alors, chose, encore plus importante, c'est moi je pratique la méditation tous les matins, et je veux dire, ça s'invite en plus de ça pendant la méditation. Donc là, franchement, c'est et donc c'est tiens, donc c'est là où la pratique de la méditation est la méditation, pardon, la logique émotionnelle, vous voyez, je les associe très naturellement l'une à l'autre, est très précieux, c'est-à-dire c'est: «Tiens, il se passe quelque chose. Je ressasse, donc c'est important». Voir, si je vais pas regarder ce qui se joue dans ce ressassement, je vais passer à côté d'une information qui visiblement est suffisamment importante pour que je ressasse. Et donc, la façon dont j'utilise la LE, c'est fondé sur cette conviction que si c'est là, c'est que c'est important et que ce ressassement va disparaître ou en tout cas évoluer à partir du moment sous une autre forme et peut-être même disparaître, voilà, comme des bulles de savon, à partir du moment où je vais m'y intéresser. Où je vais poser mon attention sur: «Il se dit là quelque chose qui est important pour moi». Mon corps-esprit en est suffisamment informé pour que ça apparaisse sous cette forme, de répétition, en l'occurrence de recitation. Et donc je vais poser mon attention, je vais au besoin, je vais écrire, j'ai des carnets partout chez moi, en plus de ça, comme je les date pas toujours, bon, hem, donc je peux écrire, je peux vraiment y réfléchir au sens de: «Tiens, il se passe quelque chose», donc je regarde quel est le contenu, quels sont les mots que j'emploie, quelles sont les images qui me viennent, à quel moment ça arrive là dans ma vie? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui auraient pu, favoriser? Lesquels? Quoi plus précisément dans cet événement? Quelle situation la plus précise je peux me donner pour, réaliser ce qui se passait? Quels sont les ressentis que j'ai par rapport à ce ressassement? Est-ce que et cetera et cetera. Donc je peux, passer ça se fait maintenant avec beaucoup de, comment dirais-je? J'allais dire de tendresse vis-à-vis du processus, mais ça se fait pas sans inconfort. Ça, c'est sûr. C'est: «Ah, il y a un petit choupinet ou choupinette qui arrive». C'est pas sans inconfort, au contraire, ça n'a rien de confortable. Le Quand le corps est éprouvé, il donne des sensations et des ressentis, qui peuvent être, tout à fait inconfortables, voire, carrément douloureux. Hem et donc je me mets au travail dans ces conditions avec, toujours ce fil rouge. Évidemment pareil quand, voilà, il y a une situation, qui est de l'extérieur, qui surgit, on va dire, dans ma vie et que je vis avec des ressentis qui peuvent être des ressentis de peine, de douleur, de contrariété, de colère et cetera. C'est: «Tiens, il se passe quelque chose qui est suffisamment important pour moi pour que mon corps-esprit, cherche à me donner l'information». Et donc c'est, bah, déjà ce que je peux faire, c'est accueillir que là, il y a une information et ça marche. Il y a une information et si alors quelquefois ça peut être, rapide, éphémère et porté à sourire, mais petit à petit, je vois bien qu'en logique émotionnelle, on parle souvent de cadre de référence. Et le cadre de référence émotionnelle, c'est, bah, comment je me suis construite avec les événements de la vie dans lesquels j'ai été, baignée au sens de, bah, j'ai vécu comme chacun d'entre nous dans, le ventre de notre mère, il y a eu une naissance et puis les premiers temps, de la vie et donc des événements dont évidemment nous ne nous souvenons plus, puisque, on appelle ça l'amnésie, hem infantile des premiers événements de la vie, mais qui sont ceux
avec lesquels auxquels nous nous sommes adaptés et donc bah, je me suis adaptée à ces premiers événements et la façon dont je me suis défendue, protégée, construite, sur quoi je me suis appuyée, ce que j'ai évité, ce sur quoi j'ai fermé les yeux, ce que j'ai mobilisé comme énergie, dans, l'affirmation, la lutte, ou, là où je me suis plutôt renfermée et cetera. Donc tout ça devient, heu, plus clair pour moi, ce cadre de référence et il est toujours précieux pour moi de le regarder, à neuf, à la fois dans la façon dont il évolue dans le temps, mais à la fois comme, je pourrais dire, c'est comme un masque à oxygène, quoi. C'est-à-dire que dans les moments d'ébranlement plus importants dans ma vie, le fait de, savoir que, il y a ce cadre de référence comme un kit de survie qui est toujours disponible pour m'aider à passer certaines étapes, c'est OK. Il y a des choses que j'ai faites comme tout un chacun, hein, dont je vois bien que j'aurais aimé pouvoir les faire autrement, mais je les ai faites de la façon dont je les ai faites et j'aimerais bien pouvoir, repartir un peu en arrière. Bon, c'est pas possible, mais au moins je peux le regarder, voire je peux en parler, je peux le raconter, je peux y mettre une note, non pas de justification, ça j'ai eu beaucoup, beaucoup de tendance à justifier mes comportements, ça m'est passé. Aujourd'hui, je peux plus donner un: «Effectivement, c'est comme ça que je me suis comportée, je me soigne», comme dirait l'autre. Donc l'ALE m'aide à, heu, assumer et du coup, à pouvoir aussi écouter, mon entourage dans l'impact qu'ont pu avoir, certains de mes comportements. Je pense évidemment surtout à mes 4 enfants, qui ont inévitablement grandi avec, la mère que j'ai été et d'autres évidemment. Et donc de pouvoir aussi en parler à partir de comment eux-mêmes peuvent raconter qu'ils se sont construits avec, la mère disponible, indisponible, réactive, fermée, tendue, hyper disponible, trop, voilà, tout ça. Et donc il y a quelque chose qui me semble, vraiment être très lié à la logique émotionnelle, qui est une forme de douceur, qui est pas du tout, la douceur, c'est vraiment tout sauf de la mièvrerie, hein. C'est, quelque chose de ouais, d'une forme de tendresse par rapport à ce que nous sommes, qui nous sommes, et donc qui je suis et donc c'est, bah, comment être au mieux dans les relations, avec les autres et donc ce témoignage et c'est vraiment ce que tu as proposé Maïté, c'est-à-dire c'est de pouvoir témoigner comment la pratique de la logique émotionnelle, heu alors, aide à vivre, oui, heu, comme nous sommes mus de toute façon par, ces manifestations, cet instinct vital, ça on ne peut pas le supprimer, voilà et il est possible de cultiver, on va dire, cette cette aptitude que nous avons, heu, en prenant soin de soi et des autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, une façon et je pense que c'est un des points essentiels dans la logique émotionnelle, c'est de transmettre qu'il s'agit d'être, c'est une phrase que j'aime bien employer en formation, il s'agit d'être non pas soi en mieux, mais mieux soi. Mieux ce que nous sommes, c'est-à-dire un être, hybride fait de chair et d'esprit, hem et que cette connaissance-là peut précisément nous aider à relativiser, nos croyances et nos certitudes et du coup nous mettre en relation. C'est toujours une histoire de relier, relation, relativiser et nous mettre en relation les uns avec les autres d'une façon, comment dirais-je? Heu,
à la fois proches et distincts, c'est-à-dire nous sommes différents les uns des autres et en même temps nous appartenons tous à l'espèce humaine. Donc si déjà pouvons nous appuyer sur ce registre, ça permet de se, rencontrer d'une façon, bah, oui, sans doute plus humaine, hein, au sens de, ce cerveau que nous portons et qui nous permet, en tout cas qui me permet, de d'accueillir des situations, que ce soit dans le travail thérapeutique, mais vraiment dans mon quotidien. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont adultes, hein, largement et alors, ils sortent quelquefois «Ah tiens, je me souviens que tu avais dit ça» ou «Tiens, je me souviens que tu avais commenté, et évidemment ça me touche d'abord parce qu'ils l'ont retenu, mais surtout parce que c'est complètement imprégné de logique émotionnelle. Alors ils sont pas tous imprégnés pareil, c'est-à-dire ma fille aînée, c'est sûr qu'elle est pas imprégnée de logique émotionnelle, j'avais 22 ans, hem, mais la dernière, celle qui est née, j'étais largement au-delà de 22, heu, elle est déjà beaucoup plus imprégnée et donc sauf que c'est avec l'aînée que j'écris des livres. Donc c'est, aussi assez joyeux de voir que les 2 filles, à leur façon, s'imprègnent, l'une par l'étude et l'écriture, l'autre parce qu'elle a beaucoup écouté, et les garçons, bah, ils s'y prennent autrement, par d'autres voies et c'est très, très bien. Hem, Et mais c'est dire si ça participe, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup participé au mode éducatif, heu, d'autant plus dans le temps, que je me suis de plus en plus familiarisée avec l'ALE. Mais je suis, aussi distanciée de, l'éducation dite positive, que je ne comprends pas, mais distanciée aussi de, «Fais ça, obéis-moi et tout ira bien». Donc la LE, elle se situe justement dans, entre ces 2 polarités, heu, parce qu'elle permet aux parents à la fois d'écouter et à la fois de témoigner et donc il y a quelque chose qui s'ajuste, entre l'enfant et l'adulte et je oui, il y a des moments où c'est difficile, c'est très difficile d'être parent. On ne le dit pas assez, mais c'est très, très difficile d'être parent, même grands-parents et en même temps, moi je sais que quand j'ai le livre que j'ai écrit sur l'éducation qui s'appelait «Quand les crocodiles s'en mêlent», j'avais, fait tout un petit truc là, pour remercier mes enfants de m'avoir appris le métier de parent. Parce que je pense que c'est les enfants qui nous apprennent à être parents. On n'apprend pas à être parent si on n'a pas d'enfants, ça n'a aucun sens. Donc, c'est dans cet, entre-deux et dans ce rapport qui, nous fait grandir, les uns les autres. Donc je pense que c'est comme ça, c'est cette, quand je disais au tout début, moi j'ai un fil conducteur, je reste, à tenir vraiment le fil de, tomber malade pour guérir, être ému pour vivre, je c'est mon quotidien et ça ne veut pas dire que ça m'épargne, les peines, les difficultés, les agacements, les colères. Non, ça m'épargne rien du tout et ce que ça ajoute, c'est une note de tendresse. il y a une question qui m'interpelle sur justement, la dénomination que tu as donnée à cette démarche, la logique émotionnelle, hein. On entend aussi 2 polarités. Est-ce que tu la baptiserais toujours de la même façon aujourd'hui? Bonne question qui donne le temps de réfléchir. C'est une question du chat, hein. Une question du chat. Merci Hucha, je le vois rire Hucha. Hem, une part de moi dit oui parce que ça décrit, justement la complexité du processus.
et je dirais que peut-être que je pourrais m'y atteler, mais je verrais pas quel meilleur, propos pourrait définir justement ces polarités, cette mobilité, cet étonnement devant, nos façons d'être, humains, et puis je crois que je l'une des raisons pour lesquelles je garderai, ce terme de logique émotionnelle, notamment ce terme de logique, c'est le fait que, hem, il me reste quand même quelque chose de très présent dans mon approche. Je suis une scientifique sur le tard, mais je suis d'abord une littéraire, et les mots, sont pour moi, une source d'enseignement, et dans l'écoute, l'écoute au quotidien, hein, avec mes patients, leur choix de mots, et ce sont des révélateurs émotionnels absolument extraordinaires. Les gens ne savent pas pourquoi, la plupart du temps, nous ne savons pas pourquoi nous utilisons tel mot. Or, c'est le bon mot pour dire l'essentiel de ce qui est en train de se jouer, et quand je m'applique à moi-même, cette attention au langage que j'emploie, c'est pareil, c'est une manne. C'est: «Ah bah, oui, évidemment que j'en parle comme ça». Donc, est-ce que je continuerai? C'est plus à utiliser le mot logique, oui. Logique, logos, langage, oui. Il y a quelque chose dans l'existence, du terme même, qui est né chez les Grecs, hein, logos, mais qu'on retrouve dans toutes les cultures, et qui est justement cette vigilance, cette attention portée au logos, portée à la culture, portée au langage, portée à la forme que prend, notre expression. Après le mot émotionnel qui est, quand même, on parle d'émotion. Laborite lui-même parlait assez peu d'émotion. Heu, il n'employait pas forcément le mot. Il parlait de comportement, il parlait de ressenti, il parlait, et donc c'est venu vraiment dans l'élaboration, de du modèle, dans la conception du modèle, heu parce que tout ça, ça fait partie du processus émotionnel. Pendant très longtemps, le mot émotion, c'est récent, hein, le mot émotion. Avant, on parlait de passion, essentiellement. Au Moyen Âge, c'était des passions. Hem et en remontant même chez les Romains, et cetera, le mot émotion, personne ne parle d'émotion. On parle des passions, c'est-à-dire on parle de ce qui est plus fort que soi, des trucs qui, emballent le processus, et donc ce qui emballe le processus, c'est le phénomène de survie, et donc on est emballé, malgré soi, par un phénomène biologique qui tend à, nous permettre de survivre, et donc l'émotion, terme plus récent, il est intéressant parce qu'il y a une histoire de motion, une histoire de mouvement, donc il décrit bien, ce que Laborit lui-même racontait, c'est-à-dire que ça nous met en mouvement, donc on est en mouvement, et très longtemps, on a limité en quelque sorte le mot émotion au ressenti, donc à la souffrance, à l'énervement, la jalousie, enfin bon, hem et Laborie dit: «Bah, il y a quand même une histoire de comportement, donc le rat dans la cage, il fuit, il lutte, il agresse, il mord, ou il se terre, dans un petit coin, il tremble et puis, il tombe malade». Heu, donc il le décrit sous forme de comportement, mais c'est bel et bien du registre de l'émotion, et ce qui là où je pense que j'ai ajouté vraiment une note, heu, essentiel dans la compréhension du processus, c'est que précisément j'ai décrit un processus. J'ai pas décrit l'émotion, c'est pour ça que le mot logique lui va bien finalement. J'ai pas décrit l'émotion de, gérer votre peur, gérer votre colère, sortez de l'inhibition, arrêtez d'être, agressif et violent, hem, voilà, ça marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est insuffisant comme pensée pour
élaborer justement une, qualité, relationnelle, juste. Et donc là où je pense que je suis effectivement, j'ai donné la possibilité de voir qu'il s'agit d'un processus, qu'il s'agit d'un mouvement, pas simplement un mouvement parce que le corps, qui agresse, bah, c'est un corps qui, part en avant, qui se met à hurler ou à taper ou je sais pas quoi. Non, c'est que le processus émotionnel est lui-même un mouvement de corps et d'esprit. Et donc ce fait de le donner à voir, le fait de le décrire sous forme d'une carte, non pas postale, mais d'une carte, une carte, une cartographie, et du coup de pouvoir se repérer dans cette cartographie, en fonction de ce qui est éprouvé, en fonction de ce qui est, représenté, en fonction, du besoin, en fonction de la perception. Enfin, il y a toutes ces cases qui permettent de, se repérer dans ce mouvement, cette émotion, ce mouvement, cette cartographie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et c'est aussi une façon, dont je me sers de la logique émotionnelle qui est, bon alors là, je viens de faire ça, c'est je sais pas, je suis en train de parler, puis tout d'un coup j'entends, le son de ma voix qui augmente de volume. Ah bah, j'entends, non, je vois bien, tiens, je suis en train d'augmenter le volume et cetera. Alors je peux très bien continuer à le parler sur le même ton, mais je m'informe moi-même de, bon, bah, il se passe ça, il se passe quelque chose chez moi qui fait que j'ai recours à une forme de colère pour arriver à m'exprimer. OK, mais au moins je m'en informe. Merci Catherine, il est 20h05. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez poser une question à Catherine avant que nous nous séparions? Alors moi, j'en viens d'en poser une qui était de quel espoir ou quelle utilité ou que mettait dans la logique émotionnelle qui peut être important dans la société, en quoi l'usage de la logique émotionnelle peut avoir, au-delà de voilà, savoir mieux se comporter, mais quelle incidence ça peut avoir sur la société et dans le monde actuel. Quel Alors, espoir t'y mets, quel sens pour toi ça a si j'avais besoin, je vérifie que Sylvie et moi nous connaissons bien puisque je souhaitais terminer, cet échange par cette approche-là. L'espoir, je le mets dans le fait que, heu, une connaissance de soi individualisée, heu individu après individu, ça c'est pour arriver à ce que tout le monde soit, au fait, du fonctionnement de son propre, système nerveux, ça va prendre du temps. Hem et donc tant que nous sommes dans une approche, heu, comment dire? D'accompagnement psychique un peu individualisé comme ça va être long. L'avantage de la logique émotionnelle, c'est que ça permet d'éclairer à travers, beaucoup plus de monde et donc le développement des neurosciences, la connaissance de, bah, voilà, le cerveau, il fonctionne, de telle et telle manière. Le succès des livres qui décrivent le fonctionnement, que ce soit en sciences cognitives ou en sciences, fondamentales, qui décrivent le fonctionnement de notre système. Le fait que, il y a 20 un peu plus de 20 ans, quand j'ai commencé à écrire, je peux dire je prêchais dans le vide, mais un peu quand même. Et donc, aujourd'hui, ça devient plus familier. Je veux dire qu'il y a des morceaux de Helleu que l'on retrouve dans beaucoup d'approches, ce qui m'enchante complètement, puisque le but, c'est justement de transmettre au plus grand nombre, que il s'agit d'un système qu'il est possible avec lequel il est possible heu, de coopérer, et vraiment coopérer, c'est-à-dire pas maîtriser, non, coopérer.
et ça, je pense qu'il est possible de le transmettre et notamment, il est possible de le transmettre aux enfants, aux jeunes qui ne sont pas, comme, très souvent de génération en génération, on a toujours l'impression que les enfants, ils ont tout à apprendre parce que nous, on sait beaucoup plus. Non, les jeunes, ils sont extrêmement riches de potentiel déjà et donc l'idée dans un cadre scolaire de leur transmettre, c'est bien, hein, les réflexes de la grenouille, c'est sympa, mais s'il est possible d'introduire aussi dans la transmission que ben voilà comment fonctionne le système et voilà les conséquences des réactions de défense quand elles sont euh, euh, quand elles génèrent des habitudes comportementales de type défensif, je pense que ça peut s'apprendre. Donc je suis il y a des moments où je dis: voilà, c'est trop compliqué». Non, mais il y a des tas de moments où effectivement je suis convaincue que cette, logique, cet apprentissage, cette, connaissance-là, elle peut, heu, se diffuser parce qu'elle met personne en cause. On est tous pareils, il y a 8 milliards d'individus, on est à 8 milliards d'individus à avoir le même fonctionnement cérébral, avec évidemment des histoires différentes, ce qui fait de nous des êtres différents, mais avec la même mécanique. Et donc je suis convaincue, sans doute que ça me rassure, hein, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un petit coup de sécurité pour moi, mais convaincue, je me convainc que, il est tout à fait possible. Ces points-là sont possibles à transmettre. Je pense que c'était aussi l'espoir de Laborie, et que c'est toujours d'actualité et il est possible, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Institut de logique émotionnelle s'en donne les moyens. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent et qui y travaillent vraiment d'arrache-pied. Euh, pour que cette information se diffuse, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va se diffuser. Sous quelle forme, comment, que les gens cherchent à abuser du système, etc. Les humains sont comme ils sont. Hein. Euh, mais je pense parce que c'est une connaissance pratique, technique, complète, qui ne remet pas en question les individus dans ce qu'ils sont fondamentalement, dans leurs valeurs existentielles. Je pense que la connaissance de la logique émotionnelle euh, peut vraiment mobiliser les consciences. C'est un Alors, il y a peu. Sandra qui a une question sur la différence entre la CNV et la LE, la logique émotionnelle. Alors, la CNV que je connais assez bien, par rapport à la LE, euh, il s'agit de communication dans la CNV et une communication qui a vocation à cesser d'être violente. C'est contenu dans le titre. Et là-dessus, la, la logique émotionnelle prend aussi en considération les notions de besoin, mais ce sont des besoins qui sont intrinsèques, qui sont ontologiques, qui sont intimes à soi et que nous avons tous tendance à utiliser sur un mode relationnel comme devant être satisfaits par les autres. Donc la différence, il y a évidemment aussi une notion de besoin, il y a une notion de ressenti, euh, et dans la CNV, moi ce que j'en ai observé, et je pense que ça évolue aussi hein, dans le cadre de la CNV, il y a un passage qui est encore du côté de puisque je t'explique ce dont j'ai besoin, j'attends de toi que tu comprennes ce dont j'ai besoin et que tu agisses en conséquence. C'est le biais de la CNV à propos duquel je suis extrêmement vigilante euh, et qui est très beau sur le papier. Moi, j'ai souvent entendu des gens qui ont pratiqué la CNV qui disent le problème de la CNV, c'est qu'on ne peut fréquenter que des gens qui connaissent la CNV. Euh, bon, donc il y a une très belle idée dans le registre
du respect et de la connaissance de ses besoins. Je pense simplement qu'il est préférable d'avoir déjà la connaissance du processus émotionnel, de se référer déjà à son propre cadre de référence défensive avant de pouvoir, entrer en relation, en prétendant qu'il n'y aura pas de violence. Voilà, donc mais j'ai envie de dire aussi que la CNV fait partie, c'est-à-dire l'arrivée de la CNV, grâce à Rosenberg, fait partie des étapes, aussi de notre société, en tout cas de notre société occidentale, pour que justement la relation, se, comment dirais-je? Se se voit ou s'appréhende, non pas sans violence, mais avec attention, avec écoute, avec respect, parce que nous nous connaissons mieux nous-mêmes dans notre propre, processus et surtout, il s'agit de se responsabiliser, qui est un mot, vraiment essentiel. Se responsabiliser, responsabiliser et se responsabiliser de ce que nous sommes avant de se responsabiliser de qui nous sommes. Donc sur un plan beaucoup plus, ontologique, structurel, avec un cerveau qui est, bah, comme il est. Déjà de se responsabiliser de cette nature-là, avant d'en faire une culture, qui, consiste malheureusement à cultiver, des systèmes de défense plutôt que et les justifier, plutôt que déjà regarder que tout ça démarre dans le corps. Tout démarre dans le corps. Pas pour rien qu'avec Sylvie, nous avons appelé notre bouquin «Mon corps le sait», le système démarre dans le corps et ça, c'est pas facile à faire entendre dans une culture qui est très, très habituée justement de culture. Mais ça va venir.